Sourire quand il est temps de rugir, s'excuser quand il faudrait poser des limites, justifier des décisions à ceux qui ne méritent pas de telles explications. Cela reflète la domestication masculine contemporaine. Machiavel a été témoin de ce changement en temps réel, voyant des hommes robustes se transformer en êtres subservients en quête de validation. Il a enregistré comment cela se produit et surtout comment inverser cette situation, car il existe une essence prédatrice endormie dans l'esprit masculin qui est prête à être éveillée. Pourquoi certains individus entrent-ils dans un lieu et attirent immédiatement les regards, tandis que d'autres, même en parlant à haute voix, sont ignorés? La distinction ne réside pas dans ce qu'ils disent, mais dans une énergie intangible qui sépare les prédateurs naturels des proies sociales domestiquées. En 1503, le penseur a observé cette dynamique de manière frappante lors d'une audience avec César et Borgia. Deux nobles de statut équivalent entrent dans l'espace en même temps. Un seul provoque une réaction instantanée chez le redouté duc. Le premier jouait une performance de séduction sociale, avec des gestes élaborés, des sourires calculés et des révérences inutiles. Chaque mot semblait être une demande de validation. Le second occupait l'environnement comme s'il en était l'auteur, ne communiquant que ce qui était essentiel, et maintenant, un silence sans anxiété. Sa présence ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais était une manifestation d'autorité intérieure. À ce moment-là, le philosophe a décelé une vérité fondamentale sur les hiérarchies masculines. Il existe une dualité psychologique qui définit qui dirige et qui se soumet. D'un côté, des individus façonnés par la société pour échanger leur dignité contre de l'acceptation. De l'autre, ceux qui ont préservé leurs instincts primaires de domination territoriale. Cette réalité reste souvent cachée, car personne n'enseigne la distinction entre l'autorité performative et la dominance naturelle. Chaque jour, à travers des décisions qui peuvent sembler triviales, chaque individu façonne l'image qu'il présente au monde. Chaque excuse inutile renforce des comportements passifs. Chaque sourire nerveux, après un manque de respect, traduit une ouverture à l'humiliation. La recherche de compromis dans des situations exigeant de la fermeté dissout l'essence prédatrice. Cependant, identifier laquelle de ces caractéristiques a dominé votre comportement au fil des ans peut entraîner un éveil qui modifie radicalement votre position sociale. Lorsque quelqu'un vous interrompt en plein milieu d'une phrase, quelle est votre réaction instinctive? Si vous vous excusez immédiatement et cédez la parole, vous venez de montrer une profonde programmation sociale. Votre comportement reflète des années de conditionnement qui ont transformé votre assertivité naturelle en une déférence compulsive. La domestication masculine contemporaine se fait à travers des nuances souvent invisibles. Vous en êtes venu à interpréter le conflit comme un échec personnel, vous avez développé une aversion à la désaccord et vous confondez le maintien de la paix avec la préservation des relations. Examinez vos propres automatismes comportementaux. Vos affirmations se terminent-elles par une question? Je pense que ça fonctionne mieux, non? Vous affaiblissez vos convictions avec des réserves. Je pourrais me tromper, mais c'est peut-être juste mon impression. Ce sont des signes de domestication systémique, des marques de quelqu'un qui a absorbé la croyance que ses opinions ont besoin d'une validation externe pour exister. Les institutions ont façonné cet état d'esprit et ont agi avec efficacité. L'éducation formelle vous a appris que lever la main est un prérequis pour s'exprimer. L'environnement corporatif a établi que la hiérarchie influence la validité des idées. Les dynamiques familiales ont renforcé l'idée que l'harmonie superficielle est plus valorisée que l'authenticité. Le résultat est dévastateur, des individus qui échangent leur dignité contre une acceptation temporaire. Cependant, ici se révèle la plus cruelle des ironies. Même ceux qui bénéficient de votre complaisance développent un mépris inconscient pour la soumission.
Personne ne respecte vraiment ceux qui se rendent disponibles pour être méprisés. La société a formé un groupe d'individus psychiquement limités qui confondent le servilisme avec le civisme. Ce que vous découvrirez sur les mécanismes de votre propre domestication pourrait renverser des concepts mentaux que vous pensiez inébranlables. Imaginez la scène. Votre famille se réunit pour discuter des plans pour les vacances de fin d'année. Vous avez fait des recherches sur des destinations, comparé les prix et élaboré des arguments rationnels. Pendant la conversation, vos suggestions sont écartées. 20 minutes plus tard, votre beau-frère suggère exactement le même endroit et tout le monde est d'accord avec ferveur. Comment réagissez-vous à cette situation ? Si votre première interprétation a été qu'il s'agissait d'une malheureuse coïncidence ou d'un malentendu dans la communication, vous montrez une capacité troublante, celle de justifier un manque de respect pour préserver des illusions d'harmonie. Les individus conditionnés deviennent habiles à créer des narrations alternatives pour des comportements clairement inacceptables. Il n'a probablement pas bien entendu. Peut-être que je me suis mal exprimé. Il vaut mieux ignorer que de causer un inconfort. Cette adaptation mentale protège l'ego, mais nuit à votre autorité personnelle. En contraste avec une approche différente, imaginez le même scénario, mais cette fois vous affirmez simplement « c'est curieux comme ils en sont », arrivés à la même conclusion que celle que j'ai présentée il y a 20 minutes. Utilisez un ton neutre, fixez le regard, suivi d'un silence. L'inconfort qui surgit n'est pas un hasard, il est éducatif. Cette dynamique révèle une vérité essentielle sur les relations sociales. La reconnaissance ne provient pas de la bienveillance, elle se consolide au travers de conséquences prévisibles. Chaque fois que vous acceptez un manque de considération sans réplique, vous envoyez un message inconscient. Ce comportement est acceptable quand il est dirigé contre moi. Chaque explication que vous élaborez pour justifier la rudesse d'autrui renforce l'idée que vous tolérez le manque de respect. L'individu qui choisit d'éviter les conflits pour préserver les relations enseigne en réalité aux autres à le voir comme insignifiant. La personne qui établit des limites de dignité sans marge de négociation devient une présence à prendre en considération. Cette différence ne réside pas dans une agressivité théâtrale, mais dans la ferme volonté de protéger son espace psychologique sans en demander pardon. Surmonter des schémas de complaisance nécessite de transcender une mort symbolique que beaucoup considèrent comme effrayante. Sénèque avait plus de richesses que n'importe quel sénateur romain, contrôlait les finances de l'Empire et était conseiller intime de Néron. Cependant, lorsque l'empereur décida de l'éliminer, Sénèque ne réagit pas. Il s'est sectionné les veines et est mort docilement. Pourquoi ? Parce qu'il a passé sa vie à promouvoir des vertus historiques, tout en accumulant de l'influence à travers la complaisance politique. Cette contradiction révèle quelque chose d'inquiétant sur les individus qui confondent diplomatie et dignité. Sénéca pouvait débattre du courage, mais lorsqu'il se trouvait face à une autorité réelle, il a montré sa véritable nature, un intellectuel domestiqué, déguisé en sage. L'auteur du Prince a analysé des situations comme celle-ci et a identifié un schéma dévastateur. Les personnes qui construisent leur carrière autour de la vertu s'effondrent souvent au premier véritable test de caractère. Sénéca n'a jamais développé de force politique parce qu'il pensait que l'influence intellectuelle suppléait à la domination effective. Lorsque Néron est devenu autosuffisant et n'avait plus besoin de conseils, il a écarté le philosophe comme une pièce superflue. En revanche, Cicéron, un autre intellectuel romain, a choisi une voie différente. Lorsque Marc-Antoine a menacé la République, Cicéron ne s'est pas caché derrière une neutralité philosophique. Il a attaqué directement avec les Philippiques, des discours qui dénonçaient la tyrannie qui émergeait. Le résultat ? Cicéron a été exécuté, mais il est mort en défendant ses principes, plutôt qu'en obéissant aux ordres. La leçon est indiscutable.
Les personnes qui fuient la confrontation directe avec la tyrannie ne sont pas sages, ce sont des intellectualisés lâches. Cicéron avait les ressources pour résister, des connexions pour articuler l'opposition et l'influence pour rassembler des alliés. Au lieu de cela, il a opté pour un suicide digne, car cela semblait plus facile qu'un véritable combat. Cette mentalité contamine les individus contemporains de manière similaire. Ils justifient la capitulation comme une forme de sagesse, étiquettent l'évitement des conflits comme de la maturité et confondent la préservation du statu quo avec le maintien des valeurs. Le penseur florentin observait cela comme un signe de domestication profonde. Lorsqu'un individu préfère la mort à la désobéissance, cela démontre qu'il a été entièrement brisé psychologiquement. La véritable bravoure ne consiste pas à sacrifier sa vie pour ses principes, mais à être prêt à se battre pour eux tant qu'on est encore en vie. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus difficile, comment surmonter des décennies de conditionnement qui ont transformé le nécessaire affrontement en une phobie paralysante. Éliminez le besoin compulsif de chercher l'approbation externe dans vos choix. La fin de la mentalité servile ne se produit pas dans un moment épique d'épiphanie. Elle se révèle dans de petites décisions quotidiennes où vous défiez consciemment des années de programmation sociale. Première action stratégique, débarrassez-vous des excuses pour avoir vos propres opinions. Reformulez. Je suis désolé de devoir contredire, mais je vois cela différemment. Coupez les réserves inutiles qui affaiblissent vos convictions avant même qu'elles ne soient exprimées. Deuxième intervention. Éliminez les explications non sollicitées sur vos choix personnels. En refusant une invitation sociale, je ne pourrai pas être présent, est une réponse complète. Votre emploi du temps ne nécessite pas de validation publique pour vos décisions. Troisième action, développer une résistance à la provocation émotionnelle. Lorsque quelqu'un critique votre position, évitez la réaction défensive automatique. Réfléchissez d'abord. Cette critique a-t-elle une valeur éducative? Si oui, profitez-en pour en tirer un enseignement. Sinon, laissez-la de côté sans vous torturer l'esprit. Pendant son exil non désiré, l'auteur a précisément utilisé cette stratégie. Il a laissé derrière lui des années de diplomatie conciliatrice et a commencé à enregistrer des vérités qu'il savait impopulaires. Le Prince n'a pas été écrit pour gagner des sympathies, mais pour documenter les dures réalités de la nature humaine et de l'autorité. Quatrième point. Définissez des limites comportementales non négociables. Si quelqu'un dépasse vos normes de traitement acceptables, communiquez cela une seule fois, de manière claire. Des répétitions de comportements indésirables entraîneront des conséquences immédiates, pas des débats supplémentaires. Cette transformation générera une résistance ancrée. Les personnes habituées à votre flexibilité tenteront de renverser la dynamique précédente en utilisant la culpabilité. Vous avez changé. Manipulation. Vous étiez plus compréhensif et la pression sociale. Tout le monde pense que vous êtes différent. Parfait. Cela confirme que le changement porte ses fruits. Cinquième point. Ne laissez plus vos expressions faciales alléger les tensions des autres. Votre visage doit refléter votre état intérieur véritable et non servir d'outil de diplomatie émotionnelle. Sixième point. Restructuration. Changer le rythme de votre communication verbale est essentiel. Les personnes vulnérables parlent plus vite par peur d'être interrompues. Les individus affirmés parlent au rythme qu'ils choisissent, car ils croient qu'ils seront entendus. Détruire les conditionnements soumis n'est que la moitié du chemin. Éveiller des instincts prédateurs naturels, c'est là que la véritable révolution personnelle se produit. Le loup n'aboie pas, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais tout le monde est conscient de sa présence. César et Bordia n'a jamais crié lors d'une réunion, n'a jamais frappé le poing sur la table, n'a jamais fait de menaces explicites. Et pourtant, des diplomates expérimentés se sentaient sous pression en sa présence.
Le philosophe l'observait attentivement et était intrigué. Comment quelqu'un peut-il projeter de l'autorité sans avoir besoin de l'affirmer? La réponse réside dans une différence fondamentale que beaucoup ne comprennent pas. L'agressivité est comme un chien enragé. L'assertivité ressemble à un loup calculateur. Le chien agressif aboie, grogne et montre les dents. Il fait du bruit parce qu'il doit persuader les autres qu'il représente une menace. Le loup, en revanche, est naturellement dangereux. Il n'a pas besoin d'artifice, car son essence s'exprime d'elle-même. Damien Borja parlait d'un ton doux, maintenait un contact visuel constant et lorsque contrarié, ne réagissait pas émotionnellement. Il marquait simplement une pause, observait la personne qui le défiait et poursuivait. Cette pause communiquait plus que n'importe quel cri. Le penseur observa. Il possède une présence qui intimide sans mots. C'est quelque chose que le loup comprend, tandis que le chien ne le comprend pas. La véritable influence ne réside pas dans ce que vous démontrez, mais dans ce que vous retenez. Crier révèle que vous avez perdu le contrôle. Menacer expose votre insécurité. Le besoin de prouver votre respect est un signe que vous ne l'avez pas. Le loup opère sur une fréquence différente, transmettant de la force par l'absence de besoin de la prouver. Damien Borja ne s'est jamais senti obligé de demander « Vous savez avec qui vous parlez ?» parce que tout le monde le savait déjà. Il n'a jamais eu besoin d'élever la voix, car il avait développé une présence qui capturait naturellement l'attention. Il n'a jamais fait de menaces, car sa réputation imposait déjà les conséquences. C'est la différence entre intimidation forcée et autorité naturelle. Celui qui doit affirmer qu'il est le chef n'en est en réalité pas un. La personne qui doit montrer qu'elle est dangereuse ne l'est pas vraiment. Celui qui ressent le besoin d'exiger de la reconnaissance n'est pas respecté. La transition du chien au loup se produit par le biais d'une transformation du comportement extérieur, résultant d'un changement d'énergie interne. Lorsque vous vous libérez de la quête de l'approbation des autres, votre présence se transforme. Lorsque vous évitez de vous engager dans des conflits, votre posture change. Accepter que tout le monde ne vous aimera pas rend votre communication plus authentique. Mais comment éveillez-vous quelque chose qui a été appréhendé pendant des années de domestication? Un loup ne justifie jamais ses actions. Il agit et laisse les autres interpréter. En 1513, durant son exil involontaire, l'auteur prit une décision qui scandalisa ses pairs. Il commença la rédaction du Prince, un guide implacable sur le pouvoir politique qui défiait tout ce que la société considérait comme bon. Ses amis se demandaient pourquoi il ruinait son image. Sa famille s'interrogeait sur son état d'esprit. Ses critiques l'ont attaqué, l'accusant d'encourager la tyrannie. La pensée n'a jamais cherché à se justifier, n'a jamais clarifié ses intentions, ni tenté d'adoucir ses affirmations pour les rendre plus acceptables. Il a simplement enregistré la réalité qu'il observait et a laissé le monde s'ajuster à cela. C'est la communication pure du loup. Vous transmettez votre vérité sans attendre de validation extérieure. Le chien domestiqué ressent le besoin d'expliquer, de justifier et de contextualiser. Ce que j'ai vraiment exprimé était « peut-être que je n'ai pas été assez clair, laissez-moi essayer encore ». Le loup communique et avance. Quand on lui demandait des informations sur les tactiques sévères présentées dans Le Prince, l'auteur ne disait pas « regardez, je ne défends pas ces pratiques ». J'observe simplement comment l'autorité fonctionne en pratique. Il disait « Les gens jugent plus avec les yeux qu'avec les mains. Tous voient, peu ressentent. Point final. » Passons à autre chose. Cette différenciation dans la communication met en évidence quelque chose de profond sur chaque tempérament. Le chien craint d'être mal interprété car il recherche l'approbation. Le loup accepte la possibilité d'être mal compris car il ne dépend pas du consensus. Le chien cherche l'harmonie par le biais d'explications. Le loup recherche la clarté par la précision.
Le chien parle excessivement par crainte du silence. Le loup parle moins car il comprend la force du silence. Le philosophe a adopté cette approche de manière systématique. Quand des diplomates tentaient de le faire contredire ses propres idées, il répétait simplement sa position initiale, sans aucune addition. Quand ils essayaient de l'impliquer dans des débats infructueux, il mettait fin à la conversation. Une technique pratique. Quand quelqu'un remet en question une de vos décisions, résistez à l'impulsion automatique de vous justifier. Il faisait des concessions pour plaire, évitait les conflits pour préserver l'harmonie, et ce faisant, finissait par perdre jusqu'à la reconnaissance de ceux qu'il tentait de conquérir. Piero Soderini, gonfalonière de Florence, était largement aimé pour sa gentillesse et sa bienveillance. Tout le monde l'aimait sur un plan personnel, mais personne ne le respectait sur le plan professionnel. Lorsque la pression politique s'est intensifiée, il a été démis de ses fonctions sans grande résistance. La dynamique est claire. Ceux qui ont besoin d'être aimés finissent par faire des concessions inutiles, et ceux qui cèdent à ces concessions perdent leur autorité. De leur côté, les individus sans autorité sont facilement écartés lorsqu'ils deviennent un fardeau. Sforza a opté pour un chemin différent, acceptant qu'il y aurait toujours des gens pour le détester, et a décidé de se concentrer sur le fait d'être indispensable pour ceux qui comptent vraiment. Il a donné la priorité à la compétence plutôt qu'au charisme, et aux résultats plutôt qu'aux relations. À la fin de sa vie, malgré le fait qu'il ne soit pas aimé de tous, il a gagné le respect de tous, y compris de ceux qui le détestaient. Cette liberté, la liberté de ne pas avoir à plaire, est ce qui transforme les individus ordinaires en leaders naturels. Le changement définitif nécessite un choix irréversible qui modifiera votre perspective dans chaque relation. Chaque jour que vous procrastinez cette transformation, d'autres occupent votre place. En décembre 1513, le philosophe, exilé depuis plus d'1 an, se trouvait dans une situation précaire et isolée. Ses anciens collègues diplomates occupaient des postes de prestige, tandis qu'il survivait avec une modeste pension. Les amis évitaient de lui rendre visite par crainte de conséquences politiques. À ce moment-là, dans une humiliation totale, il a pris une décision qui non seulement façonnerait son avenir, mais aussi notre compréhension de l'autorité. Il a cessé d'essayer de récupérer sa place dans le jeu politique des autres et a commencé à formuler ses propres règles. Il avait entretenu son petit chien pendant des années, cherchant toujours un consensus, souhaitant plaire à de multiples factions simultanément. Le résultat a été d'être écarté au premier signe d'instabilité politique. L'exil a entraîné une véritable métamorphose. Il faisait des concessions pour plaire, évitant les conflits pour préserver l'harmonie et finalement perdait jusqu'à la reconnaissance de ceux qu'il cherchait à conquérir. Piero Soderini, gonfalonière de Florence, était largement aimé pour sa bonté et sa considération. Tout le monde l'appréciait personnellement, mais personne ne le respectait dans son rôle professionnel. Lorsque la pression politique s'est intensifiée, il a été destitué sans aucune résistance significative. La dynamique est évidente. Ceux qui aspirent à l'amour finissent par faire des concessions inutiles, et ceux qui font de telles concessions perdent leur autorité. Les personnes dépourvues d'autorité sont éliminées dès qu'elles deviennent gênantes. Sforza a choisi un chemin différent. Il a accepté qu'il y aurait toujours des gens qui le haïraient et a décidé d'être essentiel pour ceux qui comptent vraiment. Il a priorisé la compétence plutôt que le charisme, les résultats plutôt que les relations. À la fin de sa vie, il n'a peut-être pas été aimé par tous, mais il a gagné le respect de tous, y compris de ceux qui ne le supportaient pas. Cette liberté, la liberté de ne pas avoir à plaire, est ce qui transforme des individus ordinaires en leaders naturels. La transformation finale nécessite un choix décisif qui modifiera votre perception de chaque relation. Chaque jour où vous procrastinez cette transformation, d'autres occupent votre place. En décembre 1513, le philosophe,
exilé depuis plus d'1 an, se trouvait appauvri et isolé. Ses anciens collègues diplomates jouissaient de postes prestigieux, tandis que lui survivait avec une modeste pension. Des amis hésitaient à lui rendre visite, craignant des associations politiques. Pendant cette période d'humiliation totale, il a pris la décision qui non seulement façonnerait son avenir, mais aussi notre compréhension de l'autorité. Il a cessé de chercher à récupérer sa position dans le jeu politique des autres et a commencé à établir ses propres règles. Pendant des années, il avait nourri le chien, gardant toujours une attitude diplomatique, cherchant à obtenir un consensus et essayant de plaire à diverses factions en même temps. Quel a été le résultat? Il a été écarté au premier signe d'instabilité politique. L'exil a impulsé une métamorphose. Au lieu de quémander le pardon, le penseur a commencé à inscrire les lois authentiques de l'autorité qu'il avait observée. Au lieu de chercher à obtenir à nouveau l'approbation, il a commencé à écrire ce qu'il savait qu'il serait contesté. Au lieu de chercher à se réintégrer, il a établi un legs intellectuel qui perdurerait pendant des siècles. La transformation du chien en loup n'est pas un événement isolé, c'est un processus continu qui nécessite une attention constante. Tout d'abord, reconnaissez que vous avez été domestiqué. Ne continuez pas à idéaliser votre soumission comme une vertu. La bonté sans force est une faiblesse dans la société. L'humilité sans compétence est une irrélevance. La patience sans limite est une invitation à l'abus. Deuxièmement, identifiez vos schémas spécifiques de domestication. Vous vous excusez d'avoir des opinions, vous donnez des explications excessives sur vos décisions, vous souriez quand vous devriez être sérieux. Vous évitez les conflits même quand vous avez raison. Vous privilégiez l'harmonie au détriment de vos propres intérêts. Troisièmement, favorisez la mort symbolique du chien à travers des actions concrètes au quotidien. Arrêtez de demander la permission d'exister. Éliminez les justifications inutiles. Fixez des limites sans négociation. Communiquez sans chercher la validation. Quatrièmement, réveillez le loup par une véritable compétence. Développez des compétences qui créent de la valeur. Construisez des ressources qui offrent de l'indépendance. Cultivez une réputation basée sur les résultats et non sur la sympathie. Cinquièmement, acceptez que tout le monde n'approuvera pas votre transformation. Ceux qui sont habitués à votre soumission résisteront au changement. Les anciens bénéficiaires de votre disponibilité infinie essaieront de restaurer la dynamique précédente par la culpabilité et la manipulation. Ignorez ces pressions. Le chien meurt lorsqu'il cesse de répondre aux anciennes commandes. La responsabilité est authentique. Le pouvoir sans sagesse engendre des tyrans. Le penseur en était pleinement conscient. C'est pourquoi il a souligné que le loup doit être calculé, non cruel, stratégique, non impulsif, juste, non arbitraire. Utilisez votre nouvelle autorité pour défendre vos valeurs et non pour dominer les autres. Utilisez votre assertivité pour créer de la valeur et non pour détruire des relations. Utilisez votre influence pour bâtir quelque chose de durable et non pour satisfaire des plaisirs éphémères. L'auteur a transformé son exil en une éternité intellectuelle. Vous pouvez transformer votre domestication en une autorité naturelle. Le choix vous appartient, mais faites ce choix rapidement. Pendant que vous restez hésitant, des individus qui ont déjà réalisé cette transformation occupent des espaces qui auraient pu être les vôtres. Cependant, transformer cette conscience en véritable maîtrise nécessite des stratégies spécifiques que peu maîtrisent. Cliquez sur la vidéo à l'écran et découvrez les 48 lois philosophiques pour conquérir le pouvoir, la confiance et le respect. Des techniques qui tracent la différence entre ceux qui sont respectés et ceux qui ne font que tolérer. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran. A.